quand même assez gros, hein, Bucks. C'est vrai qu'en France, ça n'a pas vraiment percé, mais en Belgique, aux Pays-Bas, c'est un nom qu'on connaît, quoi, généralement. Ouais, connaissais. On connaissait, bon, voilà. Depuis, il y a Mathias Bacchino qui est passé par là pour Trade Republic, il a bien bossé. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils savent, même si tu ne déclares pas, ils savent que tu as un compte à l'étranger, parce qu'alors ils t'envoient une lettre. Ok, donc, mais bon, ils veulent quand même vérifier si tu fais tes devoirs. C'est ça. Mais tu peux trader entre 7h30 et 22h sur LNS, donc sur Trade Republic, alors que sur une bourse, tu peux que trader entre 9h30 et 16h, ou 16h30. Ce qui, à l'âge du Bitcoin et du 24h sur 24, paraît complètement... C'est fou, hein, c'est fou qu'on en fait. est quand même, ouais. Comme Mais si les ordinateurs, ils s'éteignent. Ouais, mais avant, c'était ça, on fermait l'agence et on pouvait plus traiter. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale puisque j'ai un ami qui vient de loin, non pas de très loin en réalité, il vient de Belgique puisque c'est Joran de Curvo qui va analyser un profil d'un Belge aujourd'hui. Salut Joran. Salut. Ça va ? Mounir. Très bien, et toi ? Ouais, ça va. Merci d'être venu pour analyser le patrimoine de cet étudiant belge de Bruxelles où toi aussi tu vis. Exactement. Il y a pas mal de choses à te dire. Donc je propose qu'on plonge dans le sujet et puis après on parlera aussi de ce que vous faites chez Curvo et de ton livre que je vois là sur les ETF et sur la bourse. Ok, c'est parti, patrimoine brut net, 4 984 €. Je vois pas mal de gens qui disent faites que des analyses de gros patrimoine. Bon bah là on est sur quelqu'un qui débute et c'est bien, mais on a fait plein d'autres analyses en réalité, je crois j'en ai fait 70, franchement j'en peux plus les gars, c'est pour ça Joran va prendre la relève. Non, j'adore faire ça, mais on a fait beaucoup de profils, on a fait des gens qui débutent et on a fait des footballeurs qui gagnent 3 millions d'euros par an. Donc je veux dire en termes de spectre on est large, en tout cas là on part sur un petit patrimoine avec quelques spécificités belges qui vont donner envie aux gens de déménager je pense. Des fonds, actions et fonds 2500 €, pas mal de livrets, compte bancaire, crypto. Est-ce que ça t'inspire déjà quelque chose ? Bah, premièrement, je trouve que il a 21 ans et il investit déjà C'est en vrai. ETF. Je crois que C'est ce qu'il faut saluer. C'est impressionnant. Toi, t'investissais à 21 ans ? Non. C'est quand que t'as pas du découvert J'ai découvert à 25 ans. Ok, Ouais, je donc travaillais tu vois, déjà. 4 ans d'avance sur Joran, donc c'est le métier. Moi, je pense que j'ai investi à peu près à ton âge, mais après j'ai freiné avant de réaccélérer. En tout cas, c'est beau. C'est le plus dur, je pense, le premier pas. Étudiant belge à Bruxelles, salaire variable, job étudiant en général 400 €. Une partie du salaire en cash pour boire, environ 500 €. 21 ans, du coup, via la charge de mes parents. Pas de frais de transport, peu de frais de vêtements, versement d'argent en supplément du salaire. Ok, on est sur quelqu'un qui est efficient, efficace. Bon, étudiant fauché comme tout le monde. Hein. Investi depuis quelques années, j'ai été forcé de changer de courtier de Bucks 0 vers Trade Republic à cause de frais trop élevés. Je pense que Trade Republic, tout le monde connaît en France. Bucks, c'est quoi ? C'est un courtier qui est néerlandais, je crois. Ouais, c'est un courtier néerlandais et en fait, On va aller voir. à un moment donné, ils ont introduit un coût d'abonnement Ouais. de 3 €, enfin 2,99 €. Ok. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que ça fait mal, quoi. Quand il y a des courtiers quasiment gratuits comme Trade Republic. C'est vrai, et ils se sont fait racheter par ABN AMRO. Ouais, exactement. C'est quand même assez gros, hein, Bucks. C'est vrai qu'en France, ça n'a pas vraiment percé, mais en Belgique, aux Pays-Bas, c'est un nom qu'on connaît, quoi, généralement. Ouais. Connaissais. On connaissait, bon voilà. Depuis, il y a Mathias Bacchino qui est passé par là pour Trade Republic, il a bien bossé. Faire travailler mon argent pour développer mon patrimoine, c'est ton objectif. Tu nous as partagé ton cash flow. Je vous rappelle que le cash flow, vous pouvez le faire sur le site, sur un outil qu'on a créé. On va vous mettre le lien dans la description. Sinon, vous pouvez le faire sur Finari. Si vous connectez vos comptes, c'est automatique. 400 € de salaire qui rentre. Ensuite, il y a quoi ? Il y a 200 € d'investissement mensuel. T'es propre, franchement. 50% de taux d'épargne, voilà. Après le reste, qu'est-ce que c'est ? C'est 47 € de fast-food, c'est très précis. 19 € de vêtements, donc en gros, il s'achète un t-shirt chez Uniqlo tous les mois. 10 € de soins et bien-être, 22 € de sport. Je rigole parce que c'est marrant que tu sois aussi précis sur les chiffres. C'est pas les montants qu'il faut faire, c'est vraiment intéressant de voir quelqu'un qui budgète aussi bien. Imagine quand tu vas gagner 2, 3, 4, 5, 10 000 € par mois, ça va être hyper simple en fait. En réalité, tu sais, je vois souvent ce que j'ai mis dans le livre aussi, mais c'est... les gens pensent qu'il faut être riche pour investir. Là, on est sur quelqu'un qui a vraiment un tout petit budget. Alors, il ne paye pas de loyer, évidemment. Hein. C'est papa-maman qui le loge, mais bon, je pense qu'on est beaucoup à avoir été dans ce cas ou être dans ce cas. Bah, quand même, 200 € par mois, ça fait la différence. Et on va le voir grâce à tes outils, ça peut aller très loin. Stratégie. J'investis 200 € par mois. Là, on a mis que tu as mis plutôt 200. Au début, uniquement du stock picking, mais rendement très faible, 4% par an. Pour stock picking, je pense qu'on le dit régulièrement. C'est quoi ton avis, toi, sur la question ? C'est très compliqué, Ouais. stock picking. T'en as fait ? J'en ai fait. Je pense que la plupart des gens, ils commencent à... la bourse, pour eux, enfin, tu penses aux actions. Oui. Mais je pense que beaucoup de gens, comme lui, se rendent compte qu'au final, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et puis, finalement, pour un rendement qui sûrement va être inférieur qu'un ETF, qu'un portefeuille d'ETF. Frais de transaction, des impôts, il faut faire le suivi. Enfin, c'est beaucoup de travail. Il y en a très peu qui réussissent. Donc là, lui, il faisait 4% par an, ce qui est à peu près ce que paye un fonds en euros, un fonds en gros obligataire français, capital garanti. C'est quand même pas énorme.
Du coup, tu as switché. Maintenant, tu fais 100 € en automatique sur des ETF S&P 500 depuis peu. J'observe les performances des ETF small cap US et européens pour ne pas acheter que du S&P 500. Ok, j'envisage d'investir régulièrement sur un ETF Gold. On va prendre les questions, après ensuite on va regarder son patrimoine, tu me diras ce que tu en penses. Au vu du faible budget investi, est-il pertinent de chercher à diversifier ses investissements au lieu de tout miser sur le S&P 500 ? C'est une bonne question. Quel conseil pour le choix des ETF ? Ok. Du coup, on se retrouve sur son patrimoine. Ça, on connaît déjà. Et quand on regarde dans le détail, on va regarder le choix de tes ETF. Bon, déjà, avant même de regarder les ETF, on peut regarder les frais. C'est là. Tiens, c'est marrant. C'est quoi ce fonds iShares MSCI Poland, assez cher. Donc l'ETF Pologne coûte cher. Je pense que c'est souvent les frais de transaction ou il y a des lois locales, la taxation locale qui fait que ça coûte cher. Normalement, un ETF, ça devrait coûter 0,5 max, je dirais. 0,75, c'est assez rare. Je pense que c'est la première fois que j'en vois aussi cher. En tout cas, le reste, c'est plutôt faible. Par contre, ça fait un peu collection de cartes Pokémon. Il y a beaucoup d'ETF. Il y a combien ? Beaucoup je crois qu'il y en avait 11, j'en avais compté. 11 ETF. Ouais. Et surtout, quand on regarde finalement l'exposition sectorielle, enfin géographique, on est quasiment sur du S&P 500 en réalité. D'ailleurs, plus grosse surpondération de la France. Bon, là, il en a mis un peu de partout. Et en plus, on voit que c'est des petites lignes, j'ai envie de dire. Il y a 70 € d'ETF par 6, 120 € par là. Entre faire que du S&P 500 et faire son portefeuille là, c'est quoi, toi, ta reco Premièrement, ce que j'avais vu, c'est, comme tu dis, beaucoup de lignes différentes, donc beaucoup d'ETF différents. Il y a même des ETF qui sont en gros les mêmes. Donc, il y a un Amundi S&P 500. Ouais, le premier là. Il y en a aussi un de iShares. Tous les deux capitalisants. Tu peux rappeler ce que c'est capitalisant Ouais, donc il y a un ETF capitalisant, il va réinvestir les dividendes dans le fonds. Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est toutes les entreprises qui sont dans l'ETF, qui est en fait juste une collection d'entreprises en réalité, versent des dividendes et du coup l'ETF peut soit les donner à nous, soit les réinvestir directement dans la part. Ça c'est important, surtout en Belgique, parce qu'en fait les dividendes sont taxés à 30%. Et donc, comme en ETF, France. C'est pareil. Et donc, c'est mieux d'investir dans des ETF capitalisants, surtout si on est jeune et qu'on grandit son patrimoine, parce qu'alors, on ne paye pas cette taxe, quoi. Donc, la valeur augmente plus rapidement. D'ailleurs, tu me disais avant, taxation, c'est un sujet qui crispe en France. Tu as dit 30% sur les dividendes. Bon, là, on est sur un pied d'égalité. C'est quoi la fiscalité sur les plus-values, si je vends mes actions ou mes ETF d'actions ? Une particularité de la Belgique, c'est qu'il n'y a pas de taxation sur la plus-value pour les actions et les ETF d'actions. Donc c'est quelque chose, malheureusement... C'est un paradis fiscal, les amis. Ouais, pas beaucoup de gens s'en rendent compte, même en Belgique. Ok. Que c'est... Donc toi, tes amis investissent, les gens autour de toi ? Ouais, plus ou moins. Enfin, il y en a beaucoup chez Curvo, bien sûr. Ouais. Mais les gens, ils savent pas que c'est une situation unique. Quasiment unique en Europe, je pense. En Europe, ouais. Après, ils en parlent. Pour l'instant, on n'a pas encore de gouvernement, bien sûr. Ça fait longtemps, non, que vous en cherchez un. Ça fait quasiment 1 an, je pense. Ok. Ouais. Et, ils veulent faire sauter ça, tu veux dire Il y a des discussions. Il y a certains partis, bien sûr, qui veulent... parce qu'on est en déficit budgétaire comme la France. En Europe. Donc, investir dans les ETF capitalisants, c'est très bien. Je crois qu'il a que des ETF capitalisants. Ouais. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, tu peux le voir, en fait, dans les noms, en réalité. Par exemple, là, il y a marqué C, ça veut dire capitalisant. Là, il y a marqué AC, ça veut dire accumulative. Ce qui est la même chose. Franchement, c'est vrai que c'est un peu jargonneux, mais si vous regardez le nom de l'ETF, normalement, vous voyez que si c'est distribuant, D, distributing, ou AC, C, ça veut dire capitalisant. Donc vous avez en fait l'information immédiatement, là, on le voit, et c'est marqué sur votre courtier de toute façon. Ouais. Et donc là, en fait, on voit deux ETF S&P 500. Ouais, je crois que celui de iShares, il est un peu moins cher. Ouais, il est aussi... Ouais, si tu peux regarder... Le iShares, le Amundi, il est à 0,15. Le iShares Core, il est à 0,07. Donc il est quand même 2 fois moins cher. Ouais. Et de ce que j'avais vu, celui de iShares est aussi répliqué physiquement. Ouais. Alors que celui d'Amundi, il est synthétique. Donc ça, c'est une petite partie, enfin un détail, disons. Ouais. Mais bon, si on a le choix, il vaut mieux opter pour la réplication physique, parce que alors tu as un peu moins de risque de contrepartie. Ok, tu peux peut-être nous détailler ça. Donc, c'est la façon dont l'ETF va détenir les titres. Exactement. Donc, avec la réplication physique, l'ETF achète réellement les actifs, donc les actions d'entreprise du S&P. Alors qu'avec la réplication physique, elle va faire synthétique, elle va faire un contrat avec un tiers parti, typiquement une grande banque, pour en fait répliquer la performance de l'indice. Via un swap. Il y a un swap. Ouais, donc c'est dérivatif financier. Il y a un produit dérivé, c'est pas très risqué comme produit dérivé. Produit dérivé, on pense tout de suite à la crise des subprimes 2008, qui étaient des produits dérivés vraiment très très dangereux.
Là, on est sur un produit assez basique. Peut-être petite précision pour tous les Français qui vont se dire, mais attendez, moi j'ai un PEA, je vais acheter des ETF physiques. Oui, mais tu ne peux pas acheter d'ETF physiques de titres qui ne sont pas européens. Donc en fait, tu ne peux pas acheter le S&P 500 physique dans un PEA, tu es obligé d'acheter un ETF synthétique, tu es obligé d'acheter un MSCI World synthétique. Par contre, tu peux acheter un Eurostoxx 50, où là je vois qu'il a un DAX, un CAC 40, le nom de l'indice belge, le nom m'échappe. Bel 20. Le Bel 20, tu vois. Tu peux acheter l'IBEX, enfin bref, tu peux acheter tous les indices s'ils sont en Europe. Donc tu as dit, il n'y a pas de taxe, enfin... Là, il faut faire un peu le ménage. Pourquoi pas faire all-in? Sur Curvo, on peut faire des analyses assez sympas. Avant de passer à la partie analyse, les autres taxes, tu me disais qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte lorsqu'on investit et qu'on est belge. Ouais, effectivement. Donc, quand on utilise un courtier étranger, comme Trade Republic, donc non belge, dans ton non cas. belge, Ouais. tu dois déclarer ton compte à la Banque nationale. Ouais. Ça, tu dois le faire une fois. Et aussi, tu dois le déclarer sur ta fiche d'impôt tous les ans. Ok, on a le même truc en France, déclaration des comptes étrangers. Donc ça, c'est une particularité qu'il faut faire. Ça, en soi, c'est quoi? Ça prend 2 minutes. 2 minutes. Ouais, 2 minutes, c'est... Voilà, mais ça crispe. Moi, je le vois, ça crispe vraiment les gens. Ouais. En soi, c'est pas très grave de déclarer un compte à l'étranger, parce qu'on se dit compte à l'étranger, ça fait compte en Suisse où t'as planqué de l'argent, tu vois. Mais en soi, voilà, c'est un peu lourd. Et surtout, en France, je sais pas si c'est pareil en Belgique, c'est reporté automatiquement d'une année à l'autre. Donc, une fois que tu l'as déclaré une fois, la deuxième année, tu as juste à cliquer sur OK, c'est déjà validé. C'est ça. T'as pas à re-rentrer les Ouais. infos. Non, c'est pareil. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils savent, même si tu ne déclares pas, ils savent que tu as un compte à l'étranger, parce qu'alors ils t'envoient une lettre. Ok. Donc, mais bon, ils veulent quand même vérifier si tu fais tes devoirs. C'est ça. Et du coup, c'est qui les gros courtiers belges pour lesquels t'as pas cette obligation? Les plus grosses, ça va être Bolero Ouais. et Keytrade Ok. et Saxo maintenant. Saxo qui a réduit ses prix l'année passée. Ouais. Et qui devient quand même très intéressant. Et même si c'est danois à la base, Saxo, Ouais. ils ont une branche en Belgique, donc ils font toute la déclaration comme un courtier belge. Ils font le travail local. Parce que ça, le problème, c'est que localiser, ça coûte cher, les réglementations. En fait, l'Europe, c'est un peu particulier, c'est qu'on est une union, mais pas fiscale. Donc, en fait, on a une monnaie commune, mais on n'a pas de fiscalité commune. Donc, on a ce genre de choses. Donc, typiquement, si Trade Republic voulait éviter ça, il faudrait s'intégrer avec les autorités fiscales, avoir une société locale. Ouais. C'est du C'est en travail. cours, ils travaillent dessus. Mais ça coûte voilà, cher, pour ça l'instant. prend du temps, Ouais. et forcément. Donc, il y a ça à déclarer. Bon, ça, c'est comme la France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu nous as parlé de la taxe boursière. Ouais. Donc Qu'est-ce ça, que c'est la taxe boursière? Donc la taxe boursière, c'est une taxe que tu dois payer à chaque fois que tu fais une vente ou un achat pour un ETF ou une action, donc sur la bourse. Le prix, la taxe varie entre 0,12 et 1,32%. Ok. La loi est super compliquée. Ça a l'air, ouais, parce que la 0,12 et 1,32, déjà, c'est Ouais, improbable. ça dépend. Par exemple, les actions, c'est 0,35. Des ETF, si c'est capitalisant, si c'est enregistré en Belgique. Enfin, il y a plein de subtilités. C'est en un peu fait. un cauchemar, en fait. C'est un gros cauchemar. Donc, on a aussi un guide pour Ok, allez voir ça. déduire la taxe boursière de ton ETF. Et en fait, ça aussi, tu dois le faire toi-même avec un courtier comme Trade Republic. Donc, c'est-à-dire que je vends, par exemple, aujourd'hui un ETF, ou j'achète, je dois ensuite envoyer un formulaire ou faire une déclaration en ligne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu dois télécharger un PDF, Ok. le remplir dans le mois qui suit ton achat. Ok. Et tu dois aussi alors faire le versement de l'impôt. Ok. C'est très compliqué, je pense qu'il y a un petit potentiel de simplification, les amis belges, là. Est-ce qu'il y a d'autres taxes? Tu parlais de la taxe. Ouais, donc la taxe Renders, Ouais. c'est la dernière taxe, mais ça, c'est que pour les ETF obligataires. Ok, ça, il en a pas. Ouais, il n'en a pas, donc c'est... Donc, pour l'instant, il n'y a pas plus de taxes. Qu'est-ce que tu nous as ramené comme analyse? Pardon, juste une Vas-y, autre taxe, c'est la taxe sur le dividende pour les actions individuelles. Ouais, ça t'en parlait. Ouais, donc ça, c'est 30%. une fois 30% et il faut le déclarer sur sa fiche d'imposition. Donc, tous tu les payes ans. une fois par an. C'est ça. Ok. Curvo, c'est un outil, c'est une plateforme d'investissement qui permet d'investir dans des ETF de façon simple, mais c'est aussi un outil. Et je vous avoue que Curvo, moi, je l'utilise beaucoup. J'adore, je l'ai dit à Yoran récemment, j'utilise vraiment beaucoup l'outil, on l'utilise en interne. Il y a plein de gens de l'industrie qui utilisent ton outil. Je pense que tu dois le monétiser. Pas pour moi, évidemment, mais pour tous les autres. En tout cas, tu nous as fait une analyse qui est assez cool. Tu peux nous expliquer ce qu'on regarde là? Ouais, donc en fait, j'ai pris le portefeuille d'ETF De notre étudiant. de notre étudiant et je l'ai simplifié en fait. Donc j'ai fait la simplification où j'ai enlevé les ETF qui étaient les mêmes, donc le S&P 500. Et il y avait aussi Est-ce qu'il y avait d'autres? le Stocks Europe et le Ah, MSCI Europe High Dividend. Ouais, Je les ai aussi combinés dans un seul ETF. ok. Donc, en gros, tu as éliminé les doublons ou les ETF Ouais. très très proches. C'est ça. Et donc, Tu vois que la performance est quasiment la même. là, ce que tu as fait, juste pour info, le site s'appelle Backtest. Donc, en fait, tu peux expliquer ce que c'est un backtesting Ouais, ou un donc, backtest dans ce cas-là? backtest, en fait, on va juste analyser la performance du portefeuille, mais dans le passé. Ok. Donc avec les données passées qu'on a. Donc Backtest travaille avec les données des indices sous-jacents. C'est pour ça que ça marche qu'avec les ETF passifs. Ouais. Et donc on va prendre les données des indices et on va analyser ton portefeuille. Donc chaque ETF, la pondération, on va faire un rebalancement aussi. Et on va simuler comme si toi, tu avais commencé à investir en 2019. Ok. Pourquoi 2019? Pourquoi par exemple pas 2000 dans ton cas? C'est les données.
Donc en fait, il y a un ETF. Après, je crois qu'il y a un autre backtest que j'ai fait qui va plus loin. Là, il y a un ETF. Lui, il va beaucoup plus loin. 2008. Ouais. Donc c'est l'ETF AI. Donc il y a un ETF Global Robotics. Ouais, minus AI, c'est ce qu'on a mis. Ouais. Donc qui est beaucoup plus récent. Donc il n'y a pas les données jusqu'à 2000 ou avant. Ok. Il y a certains indices, par exemple MSCI World, qui remontent jusqu'à 1979. Ouais, donc là, il y a de la donnée. Ouais. Faut savoir que la donnée en finance, c'est ce qui coûte le plus cher, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment la mine d'or. Donc, vous connaissez peut-être un business qui s'appelle Bloomberg, ou dans les films sur le trading, vous avez certainement vu des traders taper sur un espèce de terminal. Bah ça, le terminal coûte entre 30 et 40 000 euros. Avoir accès à ces données, ça coûte une fortune. Et Michael Bloomberg, qui a été le maire de New York, a fait une fortune grâce à ça. Il y a aussi d'autres fournisseurs de données, mais c'est vraiment la mine d'or parce que c'est sur ça qu'on peut se baser. Donc des outils gratuits comme ça, franchement. Ça, avant, je pense qu'avant, il y a 10 ans, c'était impossible pour un particulier de faire un backtest, sauf à être vraiment... Enfin, aller télécharger les sets de données, on se les envoyait, enfin, c'était... C'est ce que j'ai fait à la base, et puis... Ouais, tu vois. Et après, j'ai résolu le problème que moi j'avais, parce que je trouvais pas les données, je pouvais pas combiner les données différentes des indices différents. Ouais. Et donc trop bien. Comme ça, je l'ai créé pour moi à la base, quoi. Et donc là, pour répondre à la question de notre ami étudiant belge, en fait, s'il enlève la moitié des ETF de son portefeuille, quasiment, c'est pareil. C'est pareil. Donc tu payes moins en frais de transaction. Tu payes moins en frais de transaction parce qu'à chaque fois, évidemment, tu payes. D'ailleurs, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est toi qui le disais avant, c'est combien les frais sur Trade Republic? C'est 1 euro par ordre? Ouais. 1 euro par ordre. Il y a pas mal de gens qui se demandent comment Trade Republic se rémunère, parce que pourquoi un courtier va prendre 10 euros alors qu'eux, ils peuvent prendre 1 euro? Il vient d'où le delta, en fait, entre les deux courtiers? À la base, Trade Republic travaille avec le Payment for Order Flow, Ouais. donc le paiement pour les flux d'ordre. Ouais. Donc ça a été commencé par Robinhood aux États-Unis. En fait, ça existe depuis super longtemps en réalité. Ouais. Hein. C'est juste que Robinhood a vraiment utilisé ça à fond. C'est ça. Et donc en fait, ils se prennent, au lieu de prendre une commission sur du client quand tu achètes ou quand tu vends, ils prennent une sorte de une rétrocession. Une rétrocession, voilà, sur les ordres. Donc ils envoient les ordres à certains market makers qui les rémunèrent pour l'envoi de ces ordres. C'est assez technique comme technique, mais en fait, ça va être banni en Europe. Donc à partir de 2026, justement parce qu'en fait, ils ont fait des analyses, les différents régulateurs en Europe, et ça montre qu'en fait, c'est mauvais pour l'investisseur dans le sens où les prix d'achat sont plus élevés, et les prix de vente sont plus bas. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on peut envoyer ces ordres dans une bourse, type Euronext, mais on peut aussi les envoyer vers une bourse privée. Par exemple, Trade Republic de mémoire utilise LNS, à vérifier, qui s'appelle en fait un internalisateur systématique, et donc c'est ce que Yoran a expliqué. Et en gros, ce que tu as décrit, c'est le spread en fait, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Après, il y a quand même des avantages, il faut le dire. Par exemple là, tu peux trader, bon c'est en allemand, mais tu peux trader entre 7h30 et 22h sur LNS, donc sur Trade Republic, alors que sur une bourse, tu peux que traiter entre 9h30 et 16h ou 16h30. Ce qui, à l'âge du Bitcoin et du 24h sur 24, paraît complètement... C'est fou, hein, c'est fou qu'on ait quand même... comme si les ordinateurs, ils s'éteignent... mais avant, c'était ça, on fermait l'agence et on pouvait plus traiter. Les bourses sont en train de regarder pour étendre leurs horaires, notamment New York Stock Exchange qui y réfléchit, parce que forcément, plus on étend, plus il y a de transactions, plus on gagne d'argent, donc pourquoi pas le faire. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de gratuit dans la vie. C'est si vous ne payez pas beaucoup de frais, il y a forcément autre chose qui rémunère le courtier. Ça ne veut pas dire que c'est... Enfin, Yoran a dit, il y a des études qui montrent que c'est pas forcément positif pour l'investisseur. En même temps, ça rend accessible l'investissement parce que c'est hyper simple, etc. Donc, comme d'habitude, c'est un peu plus nuancé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit le PFOF, le Payment for Order Flow, c'est mal. Il y a d'autres gens qui ont dit, why not, à la limite, j'ai envie de dire. Moi, je suis un peu entre les deux parce que je me dis, effectivement, in fine, moi, ce qui compte, c'est que les gens puissent investir. Et ça reste quand même super simple. Mais c'est vrai qu'ils ont un avantage qui est certain. Il faut bien le comprendre avant de trader. Et une chose qu'ils ont bien fait, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui investissent. Exactement. Ils ont vraiment démocratisé l'investissement. Donc ça, c'est... Il y a d'autres acteurs aussi. En France, on les connaît peut-être moins, mais il y a Scalable Capital qui a fait ça aussi et qui a eu exactement le même système. En Allemagne, il y a beaucoup plus de bourses en général qu'en France et beaucoup plus d'acteurs financiers. En Belgique, d'ailleurs, aux Pays-Bas aussi, je trouve, c'est beaucoup plus présent. Qu'est-ce que tu nous as ramené d'autre comme analyse? Là, tu disais, je pense que c'est pour répondre à la question, quel conseil pour le choix d'un ETF? Et toi, tu partais sur de l'or. Tu peux nous expliquer ça? Donc, il pose la question s'il doit investir dans l'or. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est assez simple. Pour moi, l'or, c'est une assurance. Ouais. C'est pas un investissement pour le rendement. C'est un investissement défensif, du coup? C'est ça. Et la grosse différence entre une action et aussi une obligation et l'or, c'est qu'en fait, l'or ne produit pas de valeur. Donc, 1 kilo d'or aujourd'hui, c'est encore 1 kilo d'or dans 20 ans et dans 100 ans et dans 1000 ans. C'est pas un actif productif, en fait. C'est ça. Donc, alors qu'une action,
il y a une entreprise derrière qui crée du bénéfice, qui distribue ces bénéfices en dividendes, qui grandit, crée de la valeur. Donc ça, c'est la grosse particularité. Et ça se voit aussi sur le backtest que j'ai fait ici, où en fait, j'ai comparé un ETF S&P 500 avec un ETF or. Et on voit que l'ETF S&P 500 est un rendement nettement supérieur. Nettement supérieur. Ouais. Rien à voir. Si j'avais acheté de l'or physique, ça aurait été pareil, tu penses, en termes de rendement? Ouais, Okay. parce que au final, c'est de l'or, quoi. C'est le prix, c'est le poids de l'or. Ouais. Le Bitcoin, pour toi, tu le mets dans la catégorie de l'or, du coup, ou c'est pas un actif qui produit quoi que ce soit, en fait? Ouais, oui, en soi, ouais, fondamentalement, oui, mais après, maintenant, on est encore en... Voilà, c'est aussi Très volatile. Très volatile, mais aussi, je pense que beaucoup plus déflationnaire que l'or. Ouais. Et comme il n'y a que 21 millions, je crois, de Bitcoin, et il y en a déjà beaucoup perdu, je pense. Là, en Californie, pendant les feux à Los Angeles, il y a beaucoup de gens apparemment qui ont perdu leur wallet et donc ça, et qui n'avaient pas noté les phrases, les seed phrases. Donc, il y a de plus en plus de bitcoins qui sont perdus. On estime, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'est 4 millions de bitcoins qui seraient perdus. À vérifier, mais dites-moi dans les commentaires. C'est fou quand même quand tu y penses. C'est-à-dire que déjà la monnaie est déflationniste, mais en plus, il y a une partie, il y a 20% qui est juste perdu, qui est perdu. Ouais. Et c'est normal, ça va être de pire en pire en fait. Donc ok, l'or, a priori, l'or, pour un jeune, je pense pas terrible, surtout quand tu veux développer ton patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu as comparé plusieurs indices aussi. D'ailleurs, peut-être pour montrer comment tu fais, tu peux vraiment choisir en fait Là, tu peux ajouter un indice. Je pourrais par exemple ajouter le Belvin, on en parlait, mais aussi le Bitcoin, le CAC, après tout n'importe quoi. Et il y a aussi, il y a beaucoup de choses, franchement, c'est top. Donc je pourrais tout ajouter. Bon, je vais pas ajouter le Bitcoin, ça va déformer le graphique. Et donc là, qu'est-ce qu'on compare? S&P, MSCI World et MSCI All Countries World Index. On connaît peut-être un peu moins en France. Ouais, c'est ça. Donc All Countries World Index, en fait, c'est MSCI World plus les pays émergents. Ouais. C'est comme si tu combines MSCI Emerging Markets et MSCI World. Ok, pratique. Ouais. Et donc on voit qu'il fait un petit peu mieux que le World, mais beaucoup moins bien que le S&P 500. Ouais, donc on voit clairement que les 30 dernières années, enfin surtout les 20 dernières années, en fait, le S&P 500, enfin les actions américaines ont su performer le reste du monde. On le voit, là, il y a vraiment eu une cassure absolue, en fait. C'est quoi? C'est la tech qui fait ça? C'est quoi la différence, en fait, entre l'Europe et le reste du monde ici? Je pense que c'est la tech, principalement. Parce que au final, c'est les Max 7 qui portent le marché. Qui portent le marché, tout à fait. Ouais. Il y a une étude assez intéressante qui compare la performance boursière des marchés européens et américains ex-tech. Et donc en excluant la tech. Et en fait, on voit que c'est quasiment la même chose. C'est vraiment très proche. Sauf que la différence, c'est que eux, ils innovent, nous, on régule. Et du coup, on se retrouve avec une différence comme ça. Ça fait mal. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous investir là-dedans, au pire. C'est ça, c'est ça. C'est un moindre mal. C'est un peu dommage en tant qu'Européen, on préférait mettre notre argent. Mais du coup, pour toi, est-ce que ça vaut quand même le coup de préférer le All Countries World, donc de faire des marchés émergents en plus du MSCI World ou de faire du MSCI World sec? J'opte toujours pour plus de diversification. Donc, je mettrais alors, par exemple, un MSCI Emerging Markets ou soit la MSCI All Country World Index. Parce qu'en fait, on ne sait pas, maintenant, les États-Unis ont surperformé, ils surperforment, mais qu'est-ce que ça va donner dans 20-30 années? On ne sait pas. Dans les pays émergents, il y a aussi beaucoup de potentiel, je pense. L'Inde, la Chine, le Taïwan, évidemment. Le Brésil. Et donc, en diversifiant, en fait, on essaye de limiter son downside. Ouais, sa perte. Et en même temps, de pouvoir avoir du rendement là on n'en a pas si on n'investit que dans la S&P 500. D'ailleurs, il y a un truc qui est hyper intéressant et j'aimerais que tu nous l'expliques. Sur Curvo, tu mets... Parce que la perf, c'est bien, mais c'est un peu comme si c'est regarder une information de façon... c'est un peu se mettre des œillères. Parce qu'en réalité, la perf, vous vous souvenez, en finance, on dit c'est le couple rendement-risque. Donc, ok, on a fait une performance de dingue, on voit 11,3% de rendement annualisé. Très bien. Du coup, c'est quoi les deux autres informations que tu mets et qu'est-ce qu'on peut en faire? Écart type et ratio de Sharpe. Ouais. Donc, l'écart type, en fait, va mesurer la volatilité. Ouais. Donc, le risque. Comme tu dis, il n'y a jamais de rendement sans risque. Donc là, c'est quoi, par exemple? Tu dis 15,26%, c'est quoi? Ça veut dire quoi concrètement pour le S&P 500? Ouais, c'est combien le rendement en moyenne dévie de la moyenne. Ok. Donc plus ou moins 15-25 sur la période. Sur la période, exactement. Et ensuite, le ratio de Sharpe, en fait, va combiner les deux informations. Donc, en fait, le ratio de Sharpe, c'est le rendement divisé par l'écart type. Donc si tu as un rendement supérieur avec un même risque, donc la même volatilité, c'est génial. Ça augmente. Donc, l'idéal, c'est juste une ligne qui va vers le haut et qui bouge pas. Donc, plus le ratio de Sharpe est élevé, mieux tu te portes. Ouais. Donc, en fait, tu as un meilleur
rendement ajusté à ton risque. Donc là, autrement dit, si on interprète les données, tu as quasiment la même volatilité à 1 point près sur les 3 indices. Par contre, tu as un ratio de Sharpe qui est bien meilleur parce que la performance du S&P 500 a été largement meilleure. Donc en fait, le S&P 500 est beaucoup moins risqué, quelque part, que les autres. Ouais, tu as un meilleur ratio de risque-reward. Et ajoute un peu l'or, parce que ça peut être intéressant d'ajouter. On va ajouter l'or. Donc là, déjà, la perf de l'or, elle est en dessous de tous les autres ETF qu'on a mis. Ouais. Et du coup, là... Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la volatilité de l'or, elle est la même chose que pour les actions. C'est dingue. Mais le rendement est beaucoup moins bon. Et donc, le ratio de Sharpe, du coup, est aussi nettement inférieur. Alors, attention, je vous vois tous arriver. Vous allez tous mettre tous vos ETF, commencer à optimiser le ratio de Sharpe et tout. Il n'y a pas que le ratio de Sharpe dans la vie. On va mettre le CAC 40 pour voir quand même ce que ça donne. Voilà, franchement, le CAC 40, ça fait super mal. Il y a plus de vols et du coup, un ratio de Sharpe qui est moins bon. Mais en tout cas, ici, vous avez énormément de données. Pour toi, backtest, comment on doit l'utiliser en fait? À quoi ça sert? Ouais, je pense on l'utilise tous les jours, on l'utilise de temps en temps, on fait ça. Je pense que c'est de temps en temps. Ouais. Surtout au début, en fait, pour essayer de voir, par exemple, est-ce que je dois ajouter des obligations? Quel est l'effet, par exemple, si j'ajoute des obligations dans mon portefeuille juste parce que je sens que les actions, par exemple, se trouvent trop volatiles pour moi? Ouais. Mais alors, c'est quoi l'effet? Et tu peux voir. On peut rajouter. Donc là, c'est un indice, c'est des maturités de 10 ans, ce qu'on appelle des govies, des obligations européennes. Et donc, on voit que il y a beaucoup moins de volatilité pour le coup, 3 fois moins. Il y a beaucoup moins de performance, mais du coup, le ratio de Sharpe est finalement pas si éloigné que ce qu'on voyait sur le CAC parce que la performance ajustée au risque est plutôt cohérente. Mais en tout cas, tu disais, ça c'est un bon cas d'usage pour Curvo, se rendre compte que oui, t'as un ratio de Sharpe qui est bon, mais derrière, t'as un capital aussi qui a pas beaucoup augmenté en réalité. Ouais, c'est quelque chose, faut pas abuser l'outil non plus, dans le sens où faut pas essayer de suroptimiser, parce qu'en fait... C'est tentant quand même de suroptimiser. C'est tentant, mais au final, c'est juste un snapshot du passé. C'est ça, performance passée, ne préserve pas des performances futures. Exactement. Mais quand même, il y a beaucoup d'informations dans le passé, et je pense que les bons investisseurs regardent l'histoire. On dit souvent l'histoire ne se répète pas mais elle rime. C'est un peu ça quand même. On ne sait pas si ça va se repasser, mais il y a quand même des grandes chances que demain les obligations ne vont pas exploser les actions sur 40 ans. C'est jamais arrivé, ça n'arrivera probablement jamais. Donc ça vous donne des grandes masses. En tout cas, trop bien. On va mettre le lien dans la description. Il y a aussi ton livre que tu nous as gentiment ramené. C'est pour qui ce livre? C'est pour vraiment l'investisseur débutant. Ok. Et en fait, on a écrit le guide pratique pour les ETF. Donc c'est vraiment que pour les ETF, pour l'investissement passif. Ouais. Et donc l'idée de base, c'est que quand moi j'avais commencé avec les ETF, j'ai lu beaucoup de ressources américaines, parce qu'il y a une grande littérature américaine sur le sujet, qui est très bien pour apprendre les bases. Oui. Mais après, il y a tous les détails pratiques, comme le choix des courtiers, les ETF qu'on a ici, la fiscalité, la taxe boursière, tout ça. Des choses très précises, quoi. J'ai pas encore vu de livre américain qui parle du PEA ou de la taxe boursière. Non, ça les intéresse pas trop. Ils savent même pas où c'est l'Europe. Et donc c'est pour ça qu'on a écrit le livre. À la base, on l'a écrit en néerlandais, mais on l'a traduit là il y a quelques mois en français. Donc pour les Belges et pour les Français aussi. Trop bien, trop bien. Donc, en tout cas, on va vous mettre le lien dans la description. Merci Yoran. On va vous mettre le lien vers Curvo, plateforme d'investissement, mais aussi outil de backtesting. Comme l'a dit Yoran, à consommer avec modération, s'il vous plaît. N'abusez pas des backtests. Si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine, comme notre ami étudiant, qui je pense a eu pas mal de réponses là, vous postulez, le lien est dans la description. Ne m'envoyez pas les candidatures par Insta, par Snap, par tout ce que vous voulez. C'est dans la description que ça se passe. Toutes les semaines, on analyse un nouveau portefeuille. Et si vous voulez qu'on fasse plus d'analyse de portefeuille belge, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Ciao. Au revoir.